aucun niveau du pays, il n'y a pas de contrôle. Tout le monde en profite. On profite sérieusement de ce qu'il n'y a pas de contrôle et vous pouvez faire de ça tout ce que vous voulez. Ce qui devient une mauvaise interprétation de ce qui se passe. Alors, notre démocratie a mûri. On a connu beaucoup de problèmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'exécutif, aujourd'hui, a introduit, depuis 2008, des changements. Un projet de révision de notre constitution. Et vous connaissez bien le Bénin. Rien ne se fait au hasard. Dès que le changement a été introduit, je ne sais pas si vous l'avez constaté, la seule chose qui motive, qui excite le Béninois, c'est la politique. Dès qu'il y a un sujet politique qui arrive, tout le Bénin s'unit et on en parle. Mais lorsqu'il y a des calamités, et vous allez lancer des appels à contribution, vous ne trouvez pas de Béninois. Ce n'est pas ce que nous aimons. Alors, donc au niveau, lorsqu'on a créé la DPI, aussi bien l'opposition, les partis au pouvoir, ont commencé par politiser le système. Bon, on n'est pas là pour parler de la LEPI, mais la LEPI nous a conduit quand même à aux élections de 2011. Alors, donc aujourd'hui, l'exécutif veut introduire des changements au niveau de cette constitution, ce qui est tout à fait normal. Un enfant qui a 18 ans ou qui a 16 ans, à 18 ans, il y a des changements qui s'opèrent et on fait des autocorrections. À 20 ans, il y a d'autres changements qui s'opèrent, des autocorrections. J'ai une fille qui aujourd'hui est au collège, qui, quand elle est arrivée ici en 2007, elle ne se souciait pas de dépenses. Quand je l'envoie faire du shopping, elle achetait seulement tout ce qu'elle voulait. Elle ne regardait pas toujours les tailles, les five styles. Alors que moi, quand je veux acheter, par exemple, la salade, je prends le porc, ce qui n'est pas couvert. Elle va non, que ce qui n'est pas couvert, là, c'est sale, quoi. Il faut prendre ce qui est couvert, c'est déjà nettoyé. Je dis, mais chérie, ça, ce qui est couvert, nettoyer, ça coûte plus cher. Elle ne peut pas comprendre. Maintenant, elle travaille. Elle a son véhicule. Il faut mettre de l'essence. Elle quitte. On a une station qui est à côté de notre appartement. Elle conduit près de 7 km, 7 miles pour aller acheter de l'essence parce qu'il y a 4 cents de moins. Ça veut dire qu'elle a compris. Elle a commencé par comprendre. Vous comprenez? Donc, c'est pareil pour notre démocratie, pour notre constitution. Aujourd'hui, on a près de 22 ans. Je pense qu'on a fait il y a 22 ans de démocratie. Après la conférence nationale, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on cherche à faire avancer notre constitution. Mais comment faire avancer ça? Quelles sont les modifications que l'exécutif a proposées? Je vous résume les modifications à partir de la loi, à partir de la commission de la loi de l'Assemblée nationale. J'ai noté fondamentalement 3 modifications. La création d'une Cour des comptes, qui sera l'organe qui va contrôler pour une fois la gestion des fonds publics. Donc la Cour des comptes, ça va représenter l'organe qui s'occupe du contrôle de la comptabilité de l'État et de la gestion des finances de l'État. Il y aura maintenant l'institutionnalisation de la Sénat. La Sénat, c'est l'organe qui organise et supervise les élections. Donc, le président a proposé à ce que désormais la Sénat soit une institution. Donc, la Sénat aura tous les avantages de toutes les institutions de l'État. Et il y a aussi la proposition de l'institutionnalisation du médiateur de la République. Il y a le médiateur de la République qui s'occupe des problèmes. Ça aussi, j'ai oublié de le mentionner. Mais ça n'a pas été créé par notre constitution. C'est une affaire positive de notre démocratie. Si vous allez à Cotonou, que par exemple la police vous attaque, quelqu'un vous attaque, vous faites des affaires avec des gens, et nous sommes très très bons dedans, même des parents vont vous prendre votre argent, et que vous sentez
volé, vous pouvez vous adresser au médiateur de la République qui a votre niveau. Vous écrivez, vous allez sur leur site, ils ont des formulaires, vous imprimez, vous envoyez. Ce que j'aime faire, peut-être à cause de ma profession, je teste toujours ces institutions. J'étais là en décembre, j'ai envoyé une lettre, j'ai imprimé le formulaire sur le site et je me suis plaint d'un maçon. J'ai envoyé au médiateur de la République et 6 semaines après, j'ai reçu une lettre pour dire qu'il faudrait que j'apporte la preuve de tout ce que j'ai avancé dans ma lettre avant que le médiateur ne puisse considérer ma requête. J'ai trouvé ça de positif. Moi, je testais seulement le système. Je n'avais aucune intention d'aller voir M. Théo Aiguet qui a ses propres problèmes pour qu'il vienne régler un problème à Calabi. Donc je testais seulement le système et quand j'ai eu ça, j'ai gardé ce document-là pour moi. Ça c'est très très positif pour notre démocratie. Alors, au niveau de la Haute Cour de justice, la Haute Cour de justice est l'institution qui est supposée juger les fautes commises par l'exécutif, notamment le président de la République et ses ministres. Donc il y a des réformes qui ont été aussi introduites au niveau de la Haute Cour de justice. Naturellement, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été introduits pour faire fonctionner mieux certaines institutions telles que la Cour constitutionnelle, telles que la Cour suprême, et aussi pour l'organisation des élections. Vous savez que le président de la République est contre la transhumance politique. Donc il y a des articles qui ont été introduits pour lutter contre ces aspects-là. Mais les 3 éléments que j'ai notés qui sont fondamentaux chez moi, c'est la création d'une Cour des comptes, l'institutionnalisation de la Sénat et l'institutionnalisation du médiateur de la République. Dernier élément que je vais aborder, quels sont les enjeux pour nous? Alors, premier élément, il faut d'abord comprendre qui sommes-nous, nous diaspora. En 1999, nous étions 2 millions répartis dans le monde entier, selon le rapport général de la Conférence nationale. Si vous lisez le rapport général, c'était dit qu'on était 2 millions à l'extérieur. 1 million dans les environs, dans les pays comme le Sénégal. Alors, nous sommes près de plus de 3 millions aujourd'hui, répartis aussi dans le monde entier, selon la communication présentée par le docteur Eric Adja, qui est le directeur général de l'Observatoire international des transferts de fonds des migrants des pays les moins avancés. Il a fait cette communication le 27 décembre 2011. Il a dit qu'aujourd'hui on est estimé à 3 millions dans le monde entier. Mais nous sommes 46 000 recensés au cours du dernier recensement de la Libye, dont seulement 36 000 ont leur carte délivrée, selon Mme Fernande Gungwiti. Et elle est la directrice des relations avec les Béninois de l'extérieur du ministère des Affaires étrangères. Elle a aussi donné ces informations-là le 27 décembre 2011 au cours de la même conférence. Et il y avait même un débat. Comment on peut dire que nous sommes 3 millions et après le recensement, on se retrouve seulement à 46 000. Où est la vérité? Nous sommes plus de 80% installés dans les pays africains, toujours selon Mme Mbedi. Donc, sur les 46 000 dont elle a parlé et les 3 millions dont a parlé le docteur Adja, 80% de la diaspora béninoise est encore en Afrique. Nous sommes pour la plupart des salariés, nous sommes des ouvriers, mais il y a très peu de professionnels, très peu d'entrepreneurs. On n'a pas besoin de Dieu pour le savoir. Combien d'entre nous ici ont une banque à Cotonou? On n'a pas de banque, on n'a pas d'entreprise. Donc on se connaît. Donc peu d'entrepreneurs, peu de professionnels. Nous avons transféré 70 milliards de dollars en 1975 à Cotonou, la diaspora béninoise.